Hello! Alors comme tous les mois on se retrouve pour le bilan lecture du mois, donc celui-ci sera pour le mois d'août. C'est un des mois où j'ai le plus lu depuis pas mal de temps. En vrai, je sais que certains font plus ou quoi, c'est pas qu'il n'y a pas de compétition de toute façon, chacun lit à son rythme. Mais j'ai lu 10 livres, mais que des livres, donc aucun graphique déjà. Et il y a sacré pavé dedans, dont un en VO, donc je suis plutôt fière. J'ai séparé, si ça vous intéresse, en contemporain, donc il n'y en aura qu'un seul parce que vous savez c'est pas du tout ce que je dis habituellement. Contemporain, fantastique, fantasy, comme ça ce sera plus simple pour vous. Et puis je vous préciserai à chaque fois si c'est de l'adulte ou du young adult ou de la jeunesse. Voilà. Donc c'est parti, on commence maintenant avec, comme je vous disais, le seul contemporain que j'ai lu. C'est une fin de saga, donc je suis trop contente. Le dernier tome d'une trilogie. Rosie et la bête de Ashley Poston, donc c'est le tome 3. Ils étaient une fangirl, donc chez Lumen. J'aime beaucoup cet univers. Je sais plus si je vous l'avais déjà dit, mais j'ai toujours été une grande fan des films, des sagas, des séries de Disney Channel quand j'étais plus jeune. J'ai passé ma vie devant, j'étais vraiment je vivais que pour ça. Et quand cette saga est sortie, le premier tome m'a directement fait penser à ça. Un mélange entre Star Trek et... qu'est-ce que je pourrais dire? Ouais, non, ça se rapproche vraiment de Star Trek pour ceux qui ont un peu la ref. Et j'avais beaucoup aimé. On est dans un univers où... alors Star Wars existe, mais il y a une autre saga qui s'appelle Star Trek et qui est aussi connue, voire plus connue que Star Wars. Et il y a vraiment des gros fans. Il y a comment ça s'appelle, une sorte de meeting qui se fait chaque année. Où les fans se déguisent, etc. Il y a les acteurs qui viennent. Une convention, voilà, je trouvais plus le nom. Une convention, les acteurs se déplacent, il y a des tables rondes, etc. Et dans le premier tome, on va suivre... alors je sais plus son nom, parce que ça fait un bout de temps. On va suivre une jeune fille, donc c'était son père qui avait fondé cette fameuse convention que tout le monde connaît. Et elle va rencontrer En fait, elle va commencer à échanger par téléphone avec un garçon. Sauf qu'elle ne sait pas que ce garçon en question est la nouvelle star du film qui va sortir, Star Trek. Parce que Star Trek de base c'est une série et du coup ça va être adapté en film au cinéma. Sauf que elle ne peut pas se voir limite l'acteur qui va jouer le personnage principal. Et en fait elle se rend pas compte qu'elle est en train d'échanger par téléphone avec lui et voilà. Vous pouvez imaginer comment ça va se terminer. Et en fait à chaque tome on va suivre un personnage différent qu'on n'a pas forcément déjà rencontré, mais on va retrouver certains personnages dans chaque tome. Et dans ce tome 3 on allait retrouver un des personnages qu'on a déjà rencontré dans le tome 2, mais un des personnages que j'arrivais pas à me piffrer vraiment, genre enfin du coup j'avais très peur. Finalement ça a été, c'est pas mon préféré parce que je trouvais l'intrigue trop facile. Après ça reste de la jeunesse, hein, faut vous le dire, c'est plus jeunesse que young adult d'ailleurs je trouve. Mais bon c'est une belle fin de saga, je suis contente d'avoir été jusqu'au bout. Et j'avoue que j'aime beaucoup la plume d'Ashley Poston, donc pourquoi pas découvrir son nouveau. Il me tente pas mal, surtout qu'il y a un twist de fantastique il me semble, je sais plus le nom, je vous le mettrai quelque part. Si vous connaissez n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, mais ouais, pour tous les fans comme je vous disais de Disney Channel, vous ne pouvez que aimer cette saga. Voilà. Ensuite on va passer au fantastique. Alors j'ai craqué, vous l'aviez vu de toute façon, pour la saga dont tout le monde a parlé depuis le mois de mai. Les gens sont tous enfilés tous les tomes, comme d'hab. Je ne le ferai pas, je me connais. Du coup j'ai lu le tome 1 de Blackwater de Michael McDowell. Donc le tome 1 c'est La Crue chez les éditions Monsieur Toussaint Louverture. J'ai pas eu un coup de cœur. J'ai pas eu un coup de cœur parce que c'est 250 pages qui se passe pas forcément tout le temps grand chose. Alors pour vous dire, on est en Alabama dans la ville de Perdido, je sais plus en quelle année, mais ça commence à remonter. Et donc la ville de Perdido a été inondée. Et donc du coup oui, tous les habitants sont montés dans les hauteurs pour éviter de vivre dans la flotte quoi, dans cette crue. Et il y a 2 personnes qui ont été désignées pour aller vérifier, donc qui ont pris une barque pour aller vérifier s'il n'y restait pas des gens qui étaient restés coincés dans les maisons ou dans les appartements, etc. Et en fait ils vont se rendre compte qu'il y a une femme qui a vécu, alors je sais plus, c'est genre 3-4 jours
sans manger, sans eau, sans rien. Et il la trouve assise sur son lit, comme ça, pas bouger, rien. Et du coup, donc, bien sûr, ils viennent la chercher. C'est Éléonore, je crois, quelque chose comme ça. C'est bien parce que le résumé ne dit pas grand chose, donc Elinor, pardon. Mademoiselle Elinor. Et du coup ils vont l'héberger et en fait ils ne la connaissent pas du tout parce que bien sûr c'est un petit village donc tout le monde se connaît, mais elle, ils ne la connaissent pas du tout. Elle venait soi-disant en tant que remplaçante d'une enseignante, d'une maîtresse d'école. Et donc voilà, ils vont l'héberger, ils vont prendre soin d'elle, etc. Elle va se rapprocher de la famille des Casquet, et qui est une riche famille de propriétaires, et en gros parce qu'en fait on les suit dans une longue période, vous voyez, en 250 pages, donc c'est ça aussi qui peut être un peu bizarre. Mais plus ça avance dans le temps et plus il se passe des choses bizarres quand elle est dans le coin. Donc tu sais, de toute façon on sait que c'est un pitch un peu horreur, fantastique, donc ça on le sait dès le début. Mais ouais, donc ça par contre ça m'a plutôt bien hypé parce que en fait on comprend rien. On comprend rien de ce qui se passe du début à la fin. On est un peu comme la famille. En plus l'auteur il a pas peur de faire des trucs un peu à la limite gore. Il y a une scène à laquelle je m'attendais pas du tout dans un récit pareil, mais vraiment genre tu te dis ça sort de nulle part. Et du coup ça a encore plus attiré ma curiosité. Donc j'avoue que j'ai hâte d'en savoir plus, j'ai hâte de retrouver cette petite famille. Parce que en plus c'est aussi une famille, enfin vous savez dans ce genre de village, à l'époque, même c'est encore le cas je pense dans des villages hyper reculés, tout le monde se connaît, donc tout le monde connaît un peu les petits potins, tout le monde se raconte tout, etc. Donc je comprends un peu pourquoi les gens parlent une vibe un peu Desperate Housewives. J'avais jamais vu la série, enfin j'en ai vu 2, 3 ou 4 épisodes, mais voilà, mais vous savez c'est un peu les ragots du quartier, c'est un peu ça, ici tout le monde est au courant de tout le temps, t'as pas le droit d'avoir de secrets, et la famille du coup Casquet, tout le monde se mêle de tout, enfin vraiment tu peux pas être tranquille. Du coup Elinor elle va un peu avoir affaire à tout ça, et donc on verra bien. Apparemment je sais que le tome 2 il se passe pas grand chose. De toute façon je l'ai déjà acheté, je l'ai déjà dans ma palle. Parce que tout le monde m'avait dit tu vas voir, je vais enchaîner. C'était sans connaître mon attrait pour ne pas enchaîner les sagas. Voilà. Mais bref, j'ai hâte quand même de savoir la suite, et de toute façon je sais que je me lancerai dans pas si longtemps que ça. Enfin j'espère. Ensuite, j'ai pas le tome 2 parce qu'il est chez mes parents, parce que j'ai décidé que j'allais le donner. J'avais reçu de la part de Hachette Les Enchantresses de Sophie Gliocas, donc là c'est le tome 1, mais comme je vous disais j'ai lu le tome 2. Je sais pas combien il y aura de tomes, mais je m'arrête là parce que dans le tome 1, je vous en avais déjà parlé un peu, on suit des jeunes, donc des très jeunes, je crois qu'elles sont... Non, elles rentrent en seconde il me semble. Il me semble qu'elles rentrent en seconde. 3 filles qui vont devenir copines, que tout oppose un peu, et dont une qui s'appelle Bleuhen, oui voilà, qui vient de Paris il me semble, et donc du coup elle va arriver en Bretagne. Je ne sais plus où exactement, mais non pas en Bretagne, près de la forêt de Brocéliande, pardon, et bref, ça va parler de harcèlement scolaire, ça va parler de magie parce qu'elles vont découvrir un grimoire grâce auquel elles vont avoir des pouvoirs, et elles vont devenir les enchantresses. Et il se passe pas mal de choses. Dans ce tome 2, on les reprend là où on les avait laissés. Donc il y a eu les vacances scolaires. Et en gros, moi ce qui m'a vraiment dérangé, c'est en gros, bon ok, elles sont en seconde. Donc du coup, il me semble qu'elle rentre en première. Si je me souviens bien. Je me souviens pas que je parlais comme ça au lycée. À un moment donné, il faut arrêter d'infantiliser les gens, d'infantiliser leur manière de parler. Non, en fait, c'est pas possible de faire parler des personnages de cette manière, c'est hyper dégradant je trouve pour les lycéens. Y a des expressions que Bleuhen utilise, tu te dis mais c'est pas possible en fait, grandis, tu peux pas parler comme ça. Et moi c'est ça qui m'a vraiment dérangée, je sais pas, c'est un peu les stéréotypes des auteurs qui se prennent pour, je sais pas si à l'époque ils parlaient comme ça, mais qui se prennent pour des enfants, et qui du coup essayent de leur inculquer un langage
que plus personne ne parle. Enfin, en fait, c'est vraiment, parfois, elle a des expressions, tu te dis, mais c'est pas possible de la faire parler de cette manière. Plus personne ne parle comme ça. Enfin, à un moment donné, faut c'est comme les parents qui vous disaient maintenant vous savez plus écrire parce que dans les textos vous écrivez vous écrivez hyper mal. Bah en fait nous ça a jamais été le cas. Enfin je sais pas pour vous. Oui il y a parfois des abréviations, mais on n'écrit pas. Enfin on écrit. À l'époque je n'écrivais pas mal, mes potes non plus. Bref, c'est des stéréotypes que je déteste, surtout en jeunesse. Et dans le tome 1, ça m'avait pas tant gêné que ça, mais dans le tome 2, je sais pas, j'ai vu que ça et vraiment ça m'a énervé limite. Donc je suis allée jusqu'au bout, mais j'ai eu beaucoup de mal. En plus, la protagoniste, je suis vraiment pas fan de son caractère, je la trouve hyper égoïste, elle pense qu'à elle. Et bref, le côté magique, il est là, mais sans vraiment être là, donc voilà. Si vous avez compris, je ne continuerai pas cette saga et je m'en porterai très bien. Par contre, du coup, très bonne découverte, je le savais de toute façon. Vous savez que j'ai enchaîné au mois de juin et de juillet la saga Dark Elements de Jennifer Ellerman Choate. Du coup, j'ai lu La Foudre et la Fureur, le spin-off de Dark Elements chez les éditions. J'ai lu et j'ai adoré. Pour pas vous spoiler Dark Elements, je peux pas vous en dire trop, mais on va suivre un personnage qu'on suivait dans cette saga. On va le retrouver ici, ça devient un peu un des protagonistes principaux. Et je suis trop contente parce que je l'aimais trop. Et on va découvrir une autre fille qui s'appelle Trinity et qui voit les fantômes et les esprits, qui sont deux choses différentes. Elle explique le pourquoi du comment. Elle a 18 ans et elle vit un peu dans la base des gardiens, donc qui est en Virginie occidentale, donc elle vit avec eux. Et un jour en fait ils vont se rendre compte que y a plein de choses bizarres qui arrivent. C'est un peu la suite de Dark Elements pour vous remettre dans le contexte, à cause des événements qu'on a vus dans Dark Elements. Il va se passer des choses étranges parce que les démons vont de plus en plus sortir de l'enfer ou alors des souterrains dans lesquels ils se cachaient, etc. Et ils vont venir tous attaquer les gardiens, ce qui est chose étrange parce que c'est même des espèces qui habituellement ne sortent jamais des enfers sont également venus s'en prendre à eux et en fait ils comprennent pas pourquoi. Et du coup, comme je le disais, ensuite Trinity qui a 18 ans et à cause de son don en fait elle devient de plus en plus aveugle. Donc on se demande ce qu'elle est, clairement on se demande ce qu'elle est, à quelle espèce elle appartient parce que on le sait c'est pas une gardienne, on le sait dès le départ. Mais par contre, elle a des sacrés pouvoirs et elle a une sacrée force. Donc bref, il y a tout un mystère autour de ça. Comme je vous disais, on va retrouver un personnage de la série Dark Elements. On va revoir d'autres personnages qu'on voyait dans Dark Elements également. Ça m'a fait trop plaisir de les retrouver. Bref, j'ai adoré. Et donc même si le début ça se passe en Virginie occidentale, elle va rapidement revenir à Washington, donc où s'était passé Dark Elements. Parce qu'il... encore une fois, il se passe voilà les choses. Parce qu'en gros, ils ont juste peur qu'une guerre éclate à nouveau, comme ça avait été le cas avant. Voilà, ça mérite la hype autour de cette saga. Moi, j'ai toujours entendu parler que les gens préféraient The Harbinger, donc La Foudre et la Fureur, à Dark Elements. Je peux comprendre pourquoi, même si au début, j'étais pas autant à fond, et puis arrivé moitié, je me suis tout enfilée, j'ai dû le lire en 2-3 jours, comme d'habitude avec les JLA. Mais je vous le conseille carrément. Par contre, je vous conseille pas de commencer par celui-ci. Parce que clairement, il y a des personnages, vous saurez pas qui c'est. Donc c'est un peu bizarre. Et il y a... Vous savez, il y a des situations qui sont là à cause de la saga Dark Elements. Et vous allez pas comprendre le pourquoi du comment. Donc je trouve ça hyper dommage. Donc même si Dark Elements vous fait peur, parce que je vous ai dit qu'il y avait un triangle amoureux, je trouve ça quand même dommage de vous lancer directement dans celui-ci parce que vous aurez pas tous les détails et vous comprendrez pas tout. Voilà, donc j'ai très hâte, je sais pas pourquoi le tome 2 mais j'ai très hâte de l'avoir en main. Et pour terminer en termes de fantastique, je vérifie, oui c'est de la fantasy après. J'ai lu le tome 1 de Dynasty du duo d'auteurs Ilona Andrews, donc toujours chez J'ai lu. Alors depuis j'ai lu le tome 2 mais je l'ai lu en septembre, donc je vous en parlerai en septembre, donc il me reste juste le tome 3 à lire et la petite nouvelle, et en plus j'ai reçu le tome 4 des éditions J'ai lu.
Donc ici, on va suivre Nevada qui a construit avec sa famille, avec son père, avec sa mère et ses frères et sœurs, et ses cousins d'ailleurs, ça fait du monde. D'ailleurs elle a pas de frère, ses sœurs et ses cousins. Si, elle a peut-être un frère. Wow, attends, il y a tellement de monde dans cette famille que j'ai du mal à suivre. Mais bref, elle a construit une agence de détectives privés. Donc eux, ils sont un peu connus pour s'occuper des petites affaires. Vous voyez, des petites affaires de tromperie, ce genre de choses. Mais pas genre des découvertes, enfin de partir à la découverte du meurtrier de telle famille, etc. Pas du tout. C'est pas dans leur optique parce que c'est une petite agence et il y a des grosses agences qui sont prévues pour ça. Donc voilà. Elle s'occupe de ce genre d'affaires. Ici, on est dans un monde qui est... alors, je sais plus à cause de quoi, mais il y a des gens qui ont attrapé des pouvoirs, plein de pouvoirs différents, donc liés aux éléments ou pas. Et grâce à ces... Je sais plus du tout pourquoi. Parce que je crois qu'il y a un sérum qui avait été inventé, quelque chose comme ça. Franchement, pourtant je le laisse le mois dernier, mais... c'est quand ça remontait, quand tu lis beaucoup de livres, c'est ça le problème. Et du coup, grâce à ces personnes qui avaient des pouvoirs, ils ont commencé à créer des familles. Donc par exemple, tu peux avoir... Donc, les personnes qui ont beaucoup de pouvoirs sont vues comme des majeurs. Donc dès le moment où tu as 2 majeurs dans ta famille, tu peux créer ta propre grosse famille et donc avoir du pouvoir sur la ville de... je sais plus. C'est aux États-Unis, mais je sais plus où est-ce que c'est. Donc Nevada ne fait pas partie de cette famille, hein, clairement pas. Mais par contre, un jour, en fait... elle est missionnée par la famille par une grosse famille, la famille Pierce, pour retrouver Adam Pierce, donc un des fils. Parce que en fait il a disparu suite à un énorme incendie qui a pris tout un bâtiment. Et bref, elle est missionnée pour le retrouver vivant, surtout parce que Adam Pierce est considéré comme un majeur, mais il est aussi craint de beaucoup de monde et donc il y a beaucoup de personnes qui veulent sa mort, les autorités veulent sa mort. Sauf que elle, du coup, elle est motivée pour le retrouver. Et à côté de ça, donc il y a également, comment il s'appelle, Madrogan. Ouais, comment j'ai pu l'oublier, Madrogan qui va croiser sa route parce que lui, il a été missionné par sa cousine pour retrouver son neveu, Madrogan. Parce que au moment de l'accident, donc au moment du grand incendie, il était aux côtés d'Adam Pierce. Et du coup elle veut absolument savoir où il est pour le protéger parce qu'elle sait que s'il se fait attraper aux côtés d'Adam Pierce, il sera envoyé en prison ou pire tué avec Adam Pierce. Donc elle veut absolument le protéger son fils et donc pour ça elle est partie voir son frère, donc Madrogan. Ça fait beaucoup de monde, je suis désolée. Pour qu'il parte à sa recherche, donc forcément il va croiser Nevada. Pour info, Madrogan c'est un peu... donc il fait partie de la maison Rogan, de la grande maison Rogan, de la grande famille Rogan. Donc c'est un grand majeur, mais vraiment parce qu'il a des pouvoirs absolument ouf. Il est craint, mais comme jamais. C'est un des pires majeurs, soi-disant, qui existent sur cette terre, et sur la Terre. Et donc tout le monde le connaît en tant que Madrogan parce qu'il a fait des choses pas très sympathiques, on va dire. Il était dans l'armée à l'époque, c'était un peu une machine de guerre, c'était carrément une machine de guerre. Et donc voilà, et donc ils vont devoir faire équipe pour retrouver pour retrouver et Adam Pierce et le neveu de Madrogan. Donc voilà comment commence un peu l'intrigue, sauf que bien sûr les relations entre maisons sont hyper conflictuelles. Donc Nevada en fait elle va vite se rendre compte qu'elle a mis sa vie en jeu pour partir à la recherche de Adam Pierce. Et elle a mis également la vie en jeu de sa famille. Alors sa famille que j'adore, mais vraiment, ils sont tous géniaux. La grand-mère de Nevada, la grand-mère et la mère de Nevada étaient dans l'armée à l'époque. Et sa grand-mère, en fait, elle a une passion pour tout ce qui est mécanique. Donc elle répare différentes voitures. Et elle est très très drôle parce qu'elle a un gros crush sur Madrogan. Donc elle veut à tout prix casser sa petite fille avec. Et sa mère par contre est un peu plus renfermée parce qu'elle était à l'époque, donc je vous le dis, dans l'armée, elle a eu un accident qui a fait qu'elle boite à vie et elle est hyper suspicieuse de tout le monde. Par contre Madrogan elle peut pas se le voir. Elle le voit, elle a juste envie de le tuer en fait, voilà. Mais littéralement, elle le tue, c'est pas une expression.
Et à côté de ça, elle a deux sœurs jumelles qui sont hyper attachantes, qui cachent aussi un secret, on en apprend plus dans le second tome. Un petit frère qui est également qui est fan, mais fan pareil de Madrogan, mais pour lui c'est son héros, alors que bon, quand on apprend un peu plus sur lui, voilà, ça devrait pas être le cas, c'est un peu bizarre. Pareil, on en apprend plus sur lui dans le tome 2. Et son cousin qui est fan de tout ce qui est informatique, etc. Donc il s'occupe pour elle de faire plein de recherches et de faire un peu de la surveillance de toutes les personnes qui sont en jeu dans l'histoire. Donc voilà, c'était un sacré résumé, mais il y a beaucoup de choses à dire dans cet univers. Et j'adore, franchement j'adore. J'ai encore lu le tome 2 comme je vous le disais il n'y a pas si longtemps. C'est très drôle, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de tension, si vous voyez ce que je veux dire. Mais dans le tome 1, ce que j'aime bien, c'est que ça arrive plus vers la fin, donc la relation principale a le temps de se mettre en place, se mettre en route, etc. Ça va pas vite du tout, c'est très bien écrit. J'ai même préféré, pour l'instant je préfère même cette saga Dynasty à comment ça s'appelle, à la route saga de Kate Daniels, dont j'avais lu le tome 1 et je pense que c'est pareil, ça va aller mieux avec le tome 2 parce que le tome 1 j'ai trouvé ça un peu long et difficile, j'ai pas tout compris en fait à l'univers. Alors que là je trouve que c'est beaucoup plus simple, même s'il y a des termes un peu plus techniques, et c'est ça que j'aime bien avec ce duo, c'est que vraiment ils font leur recherche, enfin ils créent un univers absolument incroyable et tu rentres facilement dedans, il se passe plein de choses. Bref, je vous la conseille de ouf, surtout qu'elle est sortie, c'est une réédition hein. Donc déjà t'as 3 tomes pour 17,90, ce qui n'est pas à ne pas... Ouais, ce qui est impressionnant quand même. Oui voilà, en VO elle est sortie en 2014, donc ça commence à faire, et la première édition en VF chez J'ai lu c'était en 2017. Je vous mettrai juste les couvertures, la couverture du tome 1. Horrible, absolument horrible. Je suis si contente qu'ils aient réédité parce que j'aurais jamais acheté ça en fait. Voilà, je pense que j'ai passé assez de temps dessus, mais c'est pour dire à quel point j'aime cette saga et je vous la conseille à 1000%. Ensuite, on va passer à la fantasy. Je crois qu'il va falloir que je me dépêche parce que ça fait longtemps que je parle. En effet. J'ai lu Le Tribut des Dieux, le tome 1, Octavia de Bluen Guillou, aux éditions Hachette Roman. Celui-ci c'est un peu compliqué, j'ai une relation un peu oui-non, vous voyez avec lui. Pour vous en dire rapidement quelques mots parce que j'ai déjà beaucoup parlé, on va suivre ici Octavia donc, qui fait son entrée à l'académie de magie. Donc on sait qu'elle a vécu un drame familial, qu'elle a perdu toute sa famille dans un incendie, encore une fois un incendie. Et elle a beaucoup de mal à s'en remettre parce que après ça fait pas si longtemps que ça, hein, il me semble que ça fait 1 an ou quelque chose comme ça, donc ce qui est compréhensible. Elle en fait tout ce qu'elle veut c'est venger sa famille et retrouver la personne qui a fait ça, mais vraiment elle ne pense qu'à ça. Et du coup un jour elle va vouloir invoquer un dieu et c'est le dieu de je sais plus. Voilà, le dieu maya du sacrifice humain et de la guerre. Donc c'est pas un dieu vers lequel normalement les gens se tourneraient. Et elle va entraîner avec elle 3 autres personnes et donc ils vont commencer à faire une enquête autour de cette tragédie qui va les emmener sur une île où il y a une sorte de secte, et moi c'est cette partie là que j'ai beaucoup aimé. Même si j'aurais aimé en apprendre plus sur cette fameuse académie, même sur le monde, tout ce qui a un rapport avec les dieux, je trouve ça dommage, on n'en sait pas tellement. Et bref, dans cette secte, en fait, elle y va pour retrouver elle pense pour retrouver le meurtrier, et il va se passer pas mal de choses. Mais alors déjà, il faut savoir que Octavia c'est un personnage gris, donc c'est pas un personnage sur lequel vous allez vous attacher, même c'est plus un personnage limite noir. Elle est égoïste, elle est pas du tout attachante, elle pense qu'à elle, elle fait passer ses propres envies, ses propres souhaits avant ceux des autres. Elle est hyper antipathique, bref, c'est compliqué, très compliqué de s'attacher à elle, mais c'est pas le but. Par contre les autres, tu t'attaches un peu plus, oui et non, parce qu'il y en a un qui cache beaucoup de secrets. T'as son meilleur ami, en fait il était pas là pour elle au moment du drame et elle a du mal à lui pardonner aussi ce problème on va dire. Et une fille qui voue un culte absolument
incroyable à Octavia, alors qu'elle la connaît absolument pas, et elle est limite obsédée par cette personne. Et du coup c'est un peu flippant. Soyons honnêtes, c'est un peu flippant parce qu'elle a des comportements du coup hyper étranges et tu comprends pas pourquoi. Donc en fait, pour tout ça, pour dire que je me suis attachée à aucun personnage, et c'est également ce qui m'a manqué dans ce premier tome et dans cette saga. Et également, gros problème pour moi, ça manque clairement de trigger warning. Dans les 200 dernières pages, il y a des scènes. N'hésitez pas déjà à me dire en commentaire si vous aimeriez savoir les trigger warnings. J'ai pas envie de vous spoiler parce que c'est pas dit dedans. Mais il y a des scènes qui pourraient heurter la sensibilité de pas mal de monde. Et la dernière scène, moi c'est une chose que j'apprécie pas dans mes lectures, et j'aurais bien aimé savoir en fait que ça allait arriver, parce que j'ai trouvé ça absolument dégueulasse. Mais vraiment, je m'attendais tellement pas à une scène pareille dans un young adulte où au départ tout se passait bien. Oui et non, mais je veux dire, c'était pas non plus prévisible que ça devienne aussi violent. Et j'ai trouvé ça hyper dommage que ce soit pas mentionné au début ou à la fin, peu importe, mais quelque part. Parce que vraiment ça m'a mis hyper mal, et je me suis dit ok, du coup je suis désolée mais j'ai pas envie de lire la suite en fait, parce que je me dis si c'est pareil dans le tome 2, non merci. Même s'il y a des choses qui restent encore un mystère et que j'aurais aimé savoir, bah non, ça m'a hyper refroidi, et du coup c'est une demi-déception pour moi. J'ai mis un 3 sur 5 il me semble. Ensuite, du coup je peux faire les deux parce que j'ai lu les deux. C'est un intégral, c'est l'intégrale du Prince captif de C.S. Paca. Donc l'esclave et le guerrier aux éditions Brajlon. Je l'ai clairement acheté pour la réédition parce que de base cette saga j'en entendais pas forcément que du bien. Pareil, trigger warning à fond, mais ça j'étais au courant. Après je crois que c'est pas écrit non plus. Ouais non, c'est pas écrit. Mais bon, à savoir que c'est de la fantasy adulte de base, donc c'est pas non plus à mettre entre les mains de tout le monde. Dès le moment où c'est de l'adulte, de toute façon, faut vous renseigner en fait. Sinon ce serait mis en young adulte et il y aurait moins de choses, même si bon, ce que je viens de vous dire juste avant, ça peut un peu contrebalancer ce que je viens de dire. Et alors ici du coup on va suivre Damen qui à cause de son demi-frère va être donné en tant qu'esclave au royaume voisin avec qui ils sont ennemis. Esclave, non pas esclave, mais esclave sexuel à l'héritier en fait, à l'héritier du royaume voisin. Et du coup on va découvrir un royaume où le viol, où le sexe, et tout est décomplexé. Voilà, en fait il n'y a pas de problème avec tout ça. Donc c'est pour ça que je vous dis gros trigger warning, parce que y a des scènes qui mettent très très mal. Pour ceux qui savent que ça peut les mettre mal, enfin vraiment ne vous lancez pas dedans parce que vous serez mal de toute façon quoi qu'il arrive. Parce que l'autrice elle est allée vraiment loin, vraiment très loin. Du coup je savais pas si je voulais continuer parce que en fait t'avais l'impression qu'elle faisait des scènes que pour choquer et pas pour amener pas pour compléter l'intrigue, vous voyez, pas pour comment je peux dire. Enfin c'était pas forcément nécessaire à l'intrigue en fait certaines scènes, c'était juste pour choquer le lecteur, et franchement ça m'a un peu dégoûtée au début, et heureusement la fin amène vers autre chose. Et c'est ce qui m'a donné envie de continuer. Et oui, il y a encore certaines scènes problématiques. Il y a surtout un personnage problématique dans le tome 1 et 2 qui est un des personnages principaux, et tu te dis mais à quel moment tu vas pouvoir l'apprécier un jour, parce que vu ce qu'il a fait, c'est vraiment abominable parfois. Et tu te dis comment tu peux pardonner un personnage comme ça. Et dans le tome 2, ce que j'ai mieux aimé, c'est que c'est beaucoup plus politique. Parce que donc la guerre s'approche et Damen va tout faire pour... en fait, comme c'est un peu une taupe, vous voyez, lui il veut absolument retourner dans son royaume quoi qu'il arrive, parce qu'il a été trahi par son demi-frère, mais son peuple, il veut revoir son peuple, vous voyez. Et en même temps, il fait genre de travailler avec le royaume de Laurent, voilà, du prince Laurent. Donc c'est un peu compliqué, sa position est un peu délicate, et du coup il y a toute une partie de manipulation, de stratégie de guerre, etc. que j'ai beaucoup aimé. Et la fin surtout du tome 2, forcément ça te donne trop envie de lire le tome 3, donc finalement j'aurais lu toute la saga, même si je pensais pas que ça allait être le cas.
Mais écoutez, si vous avez réussi à lire le tome 1 malgré tout ce qui s'y passe, essayez de tenter le tome 2. Si vous avez peur qu'il y ait toujours des scènes comme ça, en fait c'est le tome 1 qui est le pire au niveau scène trigger. Parce que vraiment c'est pas possible. Mais le tome 2, il y en a beaucoup moins. Et le tome 3, je crois qu'il y en a presque pas. Donc au moins ça rassure, on va dire. Ensuite, avant-dernier livre, et pas des moindres parce que c'est une sacrée pavasse, j'ai lu... Ah la vache, il est plus petit que l'autre. Ok. J'ai lu La Voix de l'Ascendance, le tome 1, La complainte de danseur de Jan C. Esselmont, qui est du coup un préquel, je crois, oui il me semble, que c'est un préquel du livre des martyrs de Steven Erikson. C'est aux éditions Léa. Donc moi je vous disais, le livre des martyrs je l'ai, j'ai le tome 1 en poche, mais j'ai trop peur de me lancer parce qu'il me fait flipper ce livre. C'est de la fantasy adulte mais apparemment hyper dur à comprendre, donc clairement je me lancerai pas directement dedans, mais apparemment celui-ci était beaucoup plus accessible et c'est clairement le cas. Enfin du coup j'ai pas de moyen de comparaison parce que j'ai pas lu les martyrs, mais je veux dire celui-ci, bah il est passé comme du petit beurre quoi, si je puis le dire. Alors par contre c'est un roman choral avec beaucoup de personnages, donc pour ceux qui sont pas très fans, je suis pas sûre que ça vous plaira. Wow, c'est compliqué à résumer, j'ai jamais vu ça. Il se passe beaucoup de choses, vraiment. T'enchaînes les pages, t'enchaînes. Le truc compliqué, c'est le nom de personnage au début qui est impressionnant, parce que pour remettre qui est qui, dans quel contexte, etc. Il fait partie de quel clan. Est-ce qu'il y a un clan qu'on préfère qui nous semble plus gentil que l'autre? Ça aussi c'est compliqué à déterminer parce que ils font pas des deux côtés en fait, ils font pas des actions toujours très bonnes. Donc nous en tant que lecteurs c'est compliqué à départager en fait les parties qu'on devrait prendre, etc. Donc c'est aussi ce que j'ai apprécié. Ok, dit comme ça, vu comment je galère à en parler, ça a l'air hyper compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça quand tu te mets dedans. Tu découvres un système de magie pas forcément nouveau parce que je trouve que c'est classique dans de la fantasy adulte. Mais bref, j'ai beaucoup aimé, j'ai hâte de voir la suite, comment ça va se passer. Apparemment c'est pour l'hiver 2022-2023, on a déjà, même pour le tome 3 on a déjà les dates. Automne 2023. C'est ce qui est bien avec les éditions Léa, c'est qu'à chaque fois ils le disent. Donc on verra bien pour la suite, mais pour ceux qui sont habitués à lire de la fantasy adulte, je pense que pour ceux qui voudraient commencer à lire de la fantasy adulte, je pense que pourquoi pas. Pourquoi pas, même s'il faut être habitué à lire des romans chorales, parce que ça c'est pas pour tout le monde non plus. Et pour finir, et ce sera beaucoup plus simple à résumer, mon dieu, qu'est-ce que je viens de vous faire, j'ai lu The Girl Who Fell Beneath the Sea de Axie Ho. Donc c'était ma lecture VO que j'avais eue dans la Férilote de je sais plus quand, avril-mai, je sais plus exactement. J'ai beaucoup aimé, ça reprend les légendes. Ça reprend une légende, alors moi je les connais pas forcément. C'est une réécriture d'une légende coréenne, alors je ne la connaissais absolument pas. Mais en gros on va suivre, comment elle s'appelle, Mina, voilà. En fait elle vit dans un village et chaque année, il me semble que c'est ça, chaque année, il y a des tempêtes qui dévastent tout son village. Et en fait ce sont des tempêtes qui sont créées par le dieu de la mer parce que il lui est arrivé quelque chose. Et en fait ils se sont rendus compte, les villageois se sont rendus compte que c'est en sacrifiant une des filles du village que les tempêtes se calment chaque année. Du coup c'est ce qu'ils font. Sauf que Mina, donc elle a un frère, c'est la copine de son frère qui va être sacrifiée. Sauf qu'au moment du sacrifice, en fait son frère veut absolument l'empêcher. Et du coup pour ne pas que Mina puisse perdre son frère, pour ne pas qu'il soit triste, etc. Elle va se sacrifier à sa place, elle va prendre la place de la copine de son frère et elle va se jeter dans l'océan pour essayer de devenir la vraie mariée, donc c'est comme ça qu'il appelle The True Bride. Et donc à ce moment-là, Mina elle va découvrir tout un univers qu'elle ne connaît absolument pas sous la mer et j'ai trouvé ça génial. Les descriptions sont d'une poésie absolument dingue. Il y a vraiment toute une vie qui s'organise sous la mer. T'as des structures, t'as des habitants, t'as des animaux particuliers.
Et elle va arriver en fait dans le fameux palais du Sea God. Et en fait elle va se rendre compte que c'est bizarre parce qu'en fait il y a une malédiction qui a été lancée et que même le dieu de la mer ne se rend pas compte de ce qui se passe à la surface. Vraiment il ne sait pas en fait que cette malédiction détruit les villages au-dessus de la mer. Et du coup Mina elle va tout faire pour devenir cette True Bride et pour être choisie et pour éviter que les tempêtes reviennent chaque année. Donc en fait les habitants sous la mer en fait ce sont des esprits des gens qui sont morts. Donc certains sont venus sous la mer, d'autres ont réussi à passer le cap. Ceux qui sont venus sur la mer c'est ceux qui ont encore des choses à régler, donc qui ont des problèmes etc. et qui veulent absolument rester pour pouvoir essayer de s'en sortir. Et donc Mina elle va être accompagnée d'autres personnes, d'autres jeunes qui vont l'accompagner pendant tout son mois d'essai, j'allais dire entre guillemets. C'est un seul mois parce que si elle n'arrive pas à briser cette malédiction au bout d'un mois, elle deviendra à son tour un esprit et du coup en gros elle mourra quoi. Et vraiment je vous jure c'est d'une poésie absolument comme j'ai rarement vu, vraiment comme j'ai rarement vu, ça m'a fait un peu penser à la plume de Lynn Taylor. Et c'est ce que j'ai aimé dans Le Faiseur de rêves. J'espère un jour que ça va être traduit parce que c'est vraiment magnifique. Vraiment magnifique. T'es bien, t'es juste bien dans cet univers et c'est ce que j'ai aimé. Donc voilà comment se termine ce bilan lecture. N'hésitez pas à me dire quel livre vous avez lu, si vous en avez déjà lu dans ceux que je vous ai proposés. Et puis moi, je vous fais de gros bisous. Je vais faire le retour des emojis parce que ça fait longtemps. Mettez un emoji dragon, parce que je vous l'ai pas dit, mais il y a des dragons d'eau là-dedans. Moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.